Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live consacré au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Si vous ne savez pas comment remplir ce dossier, vous allez tout savoir durant ce live. Donc ce live va durer à peu près 1 h 30 et je vais vous expliciter de façon très claire, le plus clair possible, comment et pourquoi d'ailleurs remplir un dossier de reconnaissance des acquis d'expérience professionnelle. Alors, donc le thème ce soir, ça va être la préparation de son dossier RAEP, avec 3 objectifs, découvrir d'abord ce qu'est un dossier RAEP, c'est important, pour savoir, évidemment comment, le remplir, par la suite, C'est toujours intéressant de savoir quelle est la genèse de ce document-là, percevoir évidemment les enjeux de dossier et puis constituer et renseigner son dossier. Nous allons voir dans un premier temps ce qu'est un dossier RAEP, pourquoi un tel dossier, qui doit le constituer, quels sont les textes et les références, quel est son contenu et comment remplir le dossier, en sachant évidemment que les 2 dernières parties sont celles qui vont nous occuper la plupart du temps, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'un dossier RAEP ? Le dossier RAEP, reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, c'est un dossier qui est spécifique à la fonction publique et qui est exigé dans certains recrutements. Alors, tout cela est précisé dans la circulaire du 30 mars 2007 qui a institué ce dossier RAEP dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation de la fonction publique. Ça allait avec un certain nombre de mesures, puisqu'avant il y avait des limites d'âge qui étaient imposées, elles ont été largement assouplies. Avant, quand on démissionnait, ça pouvait, dans certains cas, on pouvait, dans certains cas, ne plus pouvoir passer de concours à la fonction publique, ça a été assoupli, etc., etc., etc. Et l'idée, c'est d'y mettre l'ensemble des savoirs, compétences et aptitudes professionnelles que le candidat a acquis, ça c'est précisé dans la circulaire du 30 mars 2007. Alors, la plupart du temps, il est indiqué dans les cadres des concours de recrutement, sachant qu'il ne se substitue pas aux modalités existantes. En général, par exemple, quand vous avez un concours avec 2, 3, 4 épreuves, le dossier remplace une de ces épreuves-là. Et il doit parfois être constitué en cas de promotion. On le voit de plus en plus dans certains corps de métier de la fonction publique, et puis il rentre petit à petit dans l'éducation nationale, et c'est ça qui va nous intéresser, bien entendu, ici. En sachant que, en général, un dossier type reprend des éléments clés, l'identité du candidat, de fait, le parcours de formation, l'expérience au regard du profil recherché, et ça va être un point extrêmement important, c'est-à-dire que on ne remplit pas son dossier si l'on souhaite évidemment un poste administratif, si on souhaite un poste plutôt ressources humaines, ou si on souhaite un poste d'enseignant, bien entendu. La plupart du temps, il y a des documents à joindre au dossier, puis parfois des fiches de traitement, c'est-à-dire des diplômes, etc., à joindre pour prouver que vous avez bien les diplômes nécessaires. En sachant quand même que ce dossier est évidemment adapté à chaque concours qu'il exige, bien entendu, et donc la plupart du temps, il comprend des travaux de parcours, des éléments de parcours, des travaux du candidat, et ça c'est extrêmement important puisque c'est ce qui fixe en gros la discrimination des candidats, bien entendu, c'est ce qu'on appelle un écrit de motivation. La finalité de ce dossier reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, c'est de mettre en valeur l'expérience professionnelle et le potentiel d'un candidat en relation avec les fonctions visées, bien entendu, et en sachant qu'en cas de support à une épreuve orale, c'est la plupart du temps le cas, malgré tout. Ce dossier-là, en général, il est constitué pour servir de support à une épreuve orale. Le jury n'a connaissance avant, et il aura l'occasion de se forger une opinion des aptitudes du candidat. Parfois, il peut faire l'objet d'une notation, notamment dans l'éducation nationale pour les concours d'inspecteurs. En l'occurrence, il faut également constituer un dossier, et ce dossier-là remplace intégralement l'épreuve d'admissibilité, par exemple. Alors, pourquoi un tel dossier ?
Donc je resitue légèrement historique, hein, je vous rassure, on va y passer assez rapidement. Donc en août 2005, un constat, hein, c'est que les parcours de carrière se diversifient, hein, et il fallait absolument que la fonction publique s'y mette également. On a la suppression généralisée des limites d'âge et notamment la nécessité d'ouverture aux ressortissants de l'Union européenne. Et du coup, il y a un rapport de l'Inspection générale de l'administration qui date de 2008 et qui recommande une réforme radicale des concours. Alors, plutôt que de réformer de façon trop radicale ces concours-là, la loi de modernisation du 2 février 2007 a institué la possibilité pour les administrations, quand je dis administration, c'est le terme général, hein, on peut dire chaque ministère si vous préférez, a institué ce dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'objectif, c'est de diversifier le profil des candidats, hein, c'est-à-dire de diminuer le recrutement qui était centré jusqu'à présent principalement sur les connaissances académiques, hein. On allait vérifier si vous disposiez de connaissances au sens strict du terme, mais ça fermait la porte quand même à un certain nombre de candidats qui pouvaient être extrêmement intéressants pour la fonction publique, et on se centre maintenant principalement sur les compétences, les attitudes et les acquis de l'expérience professionnelle, bien entendu. En sachant qu'il s'agit de faire à chaque fois le lien entre le profil du candidat et le poste visé, et puis accessoirement ça sert également de support lors d'une épreuve orale, ça c'est important aussi à savoir. Alors, qui doit maintenant constituer un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ? En sachant, petite parenthèse, que la proportion est en hausse dans la fonction publique, hein, puisqu'il est exigé pour quasiment la moitié des recrutements examens professionnels en interne. C'est-à-dire que si vous êtes enseignant et vous souhaitez passer par la case recrutement en interne, hein, c'est-à-dire quitter le ministère de l'Éducation nationale pour aller ailleurs, ou pouvoir prétendre à un poste d'enseignant dans le second degré en passant par le concours interne, il est exigé, alors, pour les postes d'enseignants du second degré via concours interne, il est exigé absolument, puisque ça fait partie de l'épreuve d'admission. Et il y a de plus en plus d'administrations qui l'exigent, parce que ça permet à la fois, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une synthèse des compétences du candidat, et puis via la lettre de motivation, de voir son aptitude à l'expression orale, bien entendu. Et là, puis, je vous avais joint un petit graphique, sachant que les graphiques en violet, ce sont les recrutements internes, le graphique en bleu est le recrutement externe, donc on voit que c'est assez timide, mais malgré tout, il y a énormément de recrutements interne, donc du coup ça représente un certain nombre de recrutements, à une trentaine de pourcents à peu près en 2019, mais vous avez vu, hein, quasiment la moitié des recrutements en interne. Alors, en fonction du concours envisagé, évidemment, il est nécessaire de se renseigner auprès de la fonction publique souhaitée, hein. Si vous êtes enseignant, il y a eu un live Facebook d'ailleurs à ce sujet, hein, sur les possibilités d'évolution de carrière quand on est enseignant. Et dans l'éducation nationale, et c'est pour ça que ce live a lieu, il est exigé pour le CAPES interne, hein. Par exemple, si vous êtes professeur d'école et que vous souhaitez passer un CAPES, en principe, vous devez prétendre à un master si vous passez en externe, mais en interne, vous avez besoin juste d'une licence et 3 ans d'ancienneté dans la fonction enseignante, et puis vous pouvez passer le concours du CAPES interne, et vous aurez besoin d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il a été institué extrêmement récemment pour ce qu'on appelle le concours exceptionnel de recrutement des professeurs des écoles, et comme c'est un concours interne, enfin ce sont des concours internes, ils concernent cette année en tout cas que quelques académies, et il est à destination des contractuels. Donc tous les contractuels qui souhaitent passer le concours interne devront absolument produire un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et puis accessoirement, oui et non, parce qu'en réalité ça fait partie du cœur du dispositif de recrutement, certains concours de personnel d'encadrement, hein, inspecteur d'éducation nationale ou inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ce sont les inspecteurs du second degré. Alors, je pense que là-dessus, il ne devrait pas y avoir des questions. Alors, quels sont les textes de référence ? Alors, pourquoi est-ce important de connaître les textes de référence ? Parce que ça permet de connaître les attendus, hein, bien entendu, de la constitution de ce dossier. En l'occurrence, vous avez les textes généraux, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, la loi du 2 février 2007 de la modernisation de la fonction publique, et vous avez également la circulaire du 30 mars 2007 qui est à
pas à connaître, hein, mais qui est à l'origine de ce dossier. En sachant que par contre, les textes spécifiques, si vous êtes concerné, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, puisque les arrêtés du 25 janvier, du 15 avril 2021 et du 10 août 2022 spécifient clairement le contenu des épreuves, et ça s'adresse aux professeurs du second degré, en tout cas les enseignants qui souhaitent devenir professeurs dans le second degré via par la voie du concours interne, hein. Et parce que vous pouvez accéder également par voie de détachement, mais c'est quand même plus avantageux de passer le concours. Et puis également le décret du 27 décembre 2022 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat, et qui s'adresse à des personnes qui ont déjà eu une expérience de 18 mois en tant que contractuel, donc ça s'adresse aux contractuels. Alors ça peut être 18 mois en discontinu, hein, mais c'est sur les 3 dernières années, et dans ce cas-là, il va falloir également rédiger un dossier spécifique, RAEP. Pour ce diaporama-là, j'ai consulté les rapports du jury, rapport du jury du CAPES interne. Pourquoi? Parce ça fait longtemps que pour le CAPES interne, on demande un dossier, enfin ça fait quelques temps, en tout cas il y a plus d'ancienneté que pour les contractuels bien entendu, puisque les contractuels c'est la première année dans le premier degré, qu'on a un concours spécifique à leur destination. Mais en revanche, dans le second degré, pour le concours interne, c'est déjà institué depuis pas mal d'années, et les attendus sont à peu près identiques. Vous allez voir qu'en réalité, il y a des spécificités qui se cachent derrière les lignes qui vous sont proposées dans l'arrêté du 13 janvier 2023, qui lui donne le cadre du dossier RAEP. Alors c'est assez court, hein, vous verrez, mais malgré tout, il est intéressant quand même d'aller y jeter un coup d'œil pour voir quels sont précisément les attendus, sachant qu'il est disponible sur le site Devenir enseignant. Alors, quel est le contenu du dossier maintenant? Alors, le contenu diffère selon les concours, on l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc la plupart du temps, il y a quand même des éléments liés au parcours du candidat, hein, c'est-à-dire que vous avez des éléments liés à aux compétences développées, à une situation générale professionnelle significative qui est à développer, hein, qui va servir d'exemple, et puis par là même qui va pouvoir montrer votre aptitude à exercer par exemple le métier d'enseignant dans le premier degré pour les contractuels et dans le second degré pour les personnes qui souhaitent le passer en interne, des travaux personnels au sens large du terme et une réalisation personnelle. Après ça dépend. Plus spécifiquement pour l'éducation nationale et notamment pour les contractuels, vous devez avoir un dossier qui comporte 5 pages dactylographiées maximum, en sachant que vous avez 2 pages de description des responsabilités dans le domaine de l'enseignement. On va y revenir ensuite dans le détail bien entendu. Et ensuite 3 pages relatives à une situation d'apprentissage et à la conduite de classe. Voilà. Donc 5 pages en tout qu'il faudra bien entendu ne pas dépasser. Pour le concours interne du CAPES, cette fois-ci, vous avez 8 pages dactylographiées maximum, hein, vous avez toujours les 2 pages de description du parcours professionnel, et enfin 6 pages relatives à une analyse d'une réalisation pédagogique. Pour les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est un petit peu plus complexe, sachant que, à la différence du concours de CAPES interne et du recrutement exceptionnel, c'est-à-dire des contractuels du premier degré, le dossier sert d'épreuve d'admissibilité à part entière, donc forcément il a besoin d'être étoffé davantage. Donc vous avez un état des études professionnelles, hein, un état des autres formations suivies, un état de l'ensemble des activités exercées, hein, c'est toutes les expériences qui peuvent vous servir de justificatif et qui sont cohérentes évidemment avec la fonction visée, bien entendu. Vous avez une sélection cette fois-ci des activités, hein, pas forcément de toutes les expériences, mais des activités exercées au regard du profil recherché avec pour chacune de ces activités une compétence à détailler,
hein. Donc des fois, il faut choisir, enfin là, on choisit 3 compétences significatives. Un rapport d'activité explicitant les acquis, hein, antérieurs au regard du métier d'IEN. Et ça, c'est le cœur du dossier, hein. C'est l'élément qui est extrêmement discriminant pour ce concours-là, bien entendu. Même s'il y a quelques points liés au niveau de diplôme, etc. Mais le rapport d'activité, c'est-à-dire la partie de rédaction, c'est celle qui discrimine et qui élimine ou pas un candidat, ça c'est clair et net. Et puis enfin, la présentation de 2 travaux réalisés par le candidat qui souhaite porter à la connaissance du jury. Bien important de préciser qu'il s'agit de travaux, comment dire, réalisés par le candidat en lui-même, hein. Et pour les autres concours, je vous conseille de vous renseigner auprès du ministère concerné parce que les modalités varient énormément en fonction des ministères. Alors maintenant, nous allons voir comment remplir le dossier. Alors, avant le remplissage de ce dossier, il va y avoir un certain nombre de démarches à effectuer en amont. Pour cela, vous avez un certain nombre d'éléments à identifier. D'une part, il va falloir faire un bilan de son parcours, hein, ça c'est important. D'autre part, définir ses acquis et ses atouts, ça c'est un deuxième élément qui est tout aussi important. Faire le lien avec le référentiel du métier visé, très très important. Tous les rapports de jury signalent et soulignent le fait que les candidats ne le font pas assez. De voir ce qui justifie en gros votre présence au regard de votre expérience antérieure et de ce que vous savez du référentiel de compétences du métier visé. Identifier ce qui justifie votre candidature, bien entendu, et puis identifier ce qui vous motive. Ça va être un élément important également. Alors, faire un bilan de son parcours. Alors, cela s'agit de recenser les activités, les différentes fonctions, etc., etc., ou plutôt les différentes activités à l'intérieur de vos fonctions antérieures. On se base là-dessus sur les compétences acquises, hein, ça c'est important. Les connaissances acquises, hein, les connaissances que vous avez acquises et qui vous seront utiles, hein, aussi pour l'autre métier, mais là pour le moment on va juste essayer de repérer quelles sont les compétences qui sont acquises. Les savoir-faire, ça c'est un autre point extrêmement important, hein, ce que vous êtes capable de faire. Alors on est plus peut-être dans la technicité, mais c'est quand même un élément extrêmement important. Les savoir-être, extrêmement important également parce que, comment dire, il détermine ce que vous êtes en tant que professionnel, bien entendu, et puis évidemment les compétences développées, hein, et tout cela en lien avec la fonction visée et avec des outils que vous pouvez utiliser, enfin qui sont disponibles en tout cas sur Internet. Alors, excusez-moi, hop. Au niveau des outils disponibles, alors vous avez ce qu'on appelle le répertoire interministériel des métiers de l'État, le RIM, et le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État. On appelle ça en abréviation le DICO ou RIM parce qu'on aime bien les acronymes dans la fonction publique. Alors, en sachant que ces deux outils font l'objet d'une actualisation qui est prévue courant 2023, alors à l'heure actuelle n'a pas encore lieu, enfin on est vraiment en pleine transition, sachant que le RIM il date de 2017, donc il n'est pas si ancien, hein. Et l'avantage c'est que si vous prenez par exemple la fiche enseignant, vous avez les savoir-être, les savoir-faire et les connaissances et les compétences, hein. Du coup vous serez au clair avec cela, mais c'est important de faire ce travail d'introspection pour pouvoir remplir correctement ensuite son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État, donc c'est un dictionnaire de compétences qui va pouvoir vous servir aussi pour affiner votre projet. Et vous avez, dans l'actualisation prévue, il est prévu une fusion de ces deux outils-là, hein, qui va avoir lieu. Alors, si vous êtes sur le site internet, on a l'impression que c'est déjà sorti, mais c'est pas encore sorti. Ça devrait pas tarder, mais il est prévu une fusion de ces deux outils-là. Et puis, vous avez un nouvel outil qui est disponible en ligne, hein, qui s'appelle, si vous tapez sur internet, outils d'aide à l'identification des métiers de l'État, vous allez tomber sur un site internet qui, au regard des renseignements que vous allez mettre, va vous diriger vers tel ou tel type
type de métier. Donc ça peut être intéressant parce que il va reprendre et vous permettre de faire le point sur les compétences et les connaissances dont vous disposez. Hein, c'est un outil en ligne qui va vous permettre de faire tout ce travail-là, enfin de vous aider à faire ce travail-là. Il y en a pour 10-15 minutes dans un premier temps. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter les résultats et les utiliser. Et ça, c'est vraiment un outil qui a une plus-value, notamment pour savoir où vous en êtes actuellement. Alors évidemment, ça ne remplace pas les bilans de compétences qui existent, mais néanmoins, ça va être un outil qui va vous être extrêmement utile. Vous avez également les référentiels métiers. Bon, ça c'est la base, c'est-à-dire que quand vous souhaitez postuler pour un emploi ou que vous souhaitez candidater pour un concours, il va falloir évidemment aller consulter obligatoirement les référentiels métiers, que ce soit les référentiels de compétences des métiers d'enseignement, que ce soit la circulaire relative aux missions des inspecteurs, que ce soit un arrêté précisant telle ou telle mission. Ça c'est extrêmement important, puisque c'est là-dessus que vous allez également vous appuyer pour constituer tout ce dossier. Ça, c'est un point important, que ce soit un métier à destination des enseignants, un dossier à destination des enseignants ou un dossier à destination du corps d'inspection. Il va falloir absolument que vous soyez au clair avec ce que l'on attend de vous. Ça, c'est important, parce que les rapports du jury, notamment pour les fonctions des personnels d'encadrement, ils soulignent que, notamment, autant les personnes ont bien conscience de l'accompagnement des personnels qu'un IEN doit avoir. En revanche, tout ce qui concerne, et puis au sens large, en revanche, tout ce qui concerne le partenariat avec les collectivités, le travail collectif, l'expertise pédagogique auprès du recteur ou de la rectrice, des missions spécifiques, ça pour le coup c'est ceux qui pêchent, et pourtant c'est un des attendus du métier à part entière. Si vous regardez la circulaire, elle comprend tous ces éléments-là, et voire plus, mais entre autres ces éléments-là également. Les rapports de jury, alors les rapports de jury, c'est un document qui est intéressant d'aller voir, Alors, pour le concours exceptionnel réservé aux contractuels, que ce soit de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, malheureusement, il n'existe pas encore, puisque c'est la première année que ça a lieu. Mais en revanche, vous avez le rapport du jury du CAPES interne. Alors je vous dis que ça reprend à peu près à l'identique, donc évidemment il va falloir éliminer tout ce qui est en lien avec le disciplinaire. Si vous voulez regarder par exemple le rapport relatif à l'histoire et la géographie, du CAPES d'histoire-géographie, du CAPES, alors je parle du CAPES interne, CAPES interne histoire-géographie, CAPES interne de mathématiques, CAPES interne de français, dans ce cas-là il va falloir éliminer évidemment tout ce qui est en lien avec la discipline, mais néanmoins il y a des éléments que vous pouvez reprendre parce qu'ils sont extrêmement intéressants à prendre en compte via certaines remarques, mais j'en ai extrait la substantifique moelle pour ce soir, je vous rassure. Et puis bien entendu l'arrêté du concours, puisque les épreuves peuvent un tout petit peu, très très légèrement, mais ça peut varier à la marge. Donc je vous conseille quand même d'aller voir l'arrêté du concours. C'est toujours utile de savoir si les épreuves ont bien lieu dans l'ordre et qui comprennent des parties dans l'ordre pour lesquelles vous étiez inscrit. Définir ses acquis et ses atouts, c'est le deuxième élément. Ça consiste à voir quelles sont les expériences qui constituent un point fort. Évidemment, les expériences qui constituent un point fort au regard du concours visé. En tant que contractuel, quelle est votre expérience qui définit votre point fort? Évidemment, il est préférable de prendre par exemple des expériences de remplacement un peu plus longues que des remplacements uniquement de courte durée. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez effectué des remplacements de courte durée, vous allez être pénalisé par rapport à d'autres qui auront effectué un remplacement de longue durée. Votre atout, ça va être que vous avez travaillé dans une multitude de milieux et de contextes professionnels différents, mais néanmoins il est nécessaire quand même d'identifier les expériences qui constituent un point fort. Il va falloir ensuite essayer de regarder quelles sont celles à valoriser. Quelles sont les expériences parmi celles que vous avez identifiées que vous allez valoriser, c'est-à-dire celles que vous allez mettre en avant dans votre dossier.
Quelle plus-value vous en avez tiré, hein? Est-ce que telle expérience a une réelle plus-value au regard du référentiel de compétences du métier visé, au regard du concours visé donc, parce que cela, c'est un élément qui va vous permettre de pouvoir peut-être éliminer des expériences qui n'auraient pas tellement en réalité de plus-value au regard du métier visé. Et puis, j'ai un peu empiété sur le point suivant, hein, sur en quoi mes expériences précédentes vont-elles servir à la fonction visée, hein, c'est-à-dire faire le lien de façon extrêmement explicite, hein, c'est ça que l'on attend des candidats, qui fassent le lien de façon extrêmement explicite entre leur expérience antérieure et la fonction visée. Et puis surtout qu'ils, et ça c'est important, qu'ils respectent le cadre national. C'est-à-dire que parfois vous pouvez être amené à postuler, pardon, à avoir travaillé dans des endroits avec des fonctions que vous allez valoriser, mais en sachant, attention, qu'il peut y avoir des particularités locales qui ne sont pas forcément toutes à 100% conformes avec le contexte national, et dans ce cas-là, il va falloir évidemment expliciter votre choix. Et enfin, et ça c'est le plus important, quelles sont les compétences qui émergent, hein, quelles sont les compétences que vous allez pouvoir tirer de toutes les expériences qui constituent ce point fort-là, parce que, évidemment, l'entrée par compétence est quand même à privilégier, bien entendu. Alors, je parlais tout à l'heure du lien nécessaire avec le référentiel du métier visé, et ça c'est un point, comment dire, je dirais nécessaire, hein, nécessaire, c'est-à-dire qu'au regard des listes, des compétences pardon, que vous avez identifiées, n'oubliez pas que vous allez identifier vos connaissances et vos compétences pardon, en termes de connaissances, de savoir-être et de savoir-faire via les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui reprennent évidemment toutes ces compétences-là, et via le référentiel métier. Mais vous allez donc faire la liste des compétences que vous allez développer, vous allez devoir les croiser avec le référentiel du métier visé. Pourquoi ce travail-là il est important? Parce qu'ensuite, il va vous donner la trame. Hein, il y a des compétences qui vont émerger et ce sont ces compétences-là que vous allez mettre en avant, qui vont constituer par exemple les sous-titres ou les titres de vos parties, puisqu'on va voir ensuite qu'il est conseillé au niveau de la forme de mettre des titres et des sous-titres, hein, parce que ça aère le texte, etc., etc. Enfin, on va en parler après. Et ça, que ce soit un REP à destination du CAPES interne, à destination du concours pour les contractuels ou à destination des concours de recrutement pour les personnels d'encadrement et particulièrement les concours d'inspection. Et puis ensuite, ça vous permet d'avoir une ossature hein, de votre propos. Hein. Et celles qui reviennent le plus souvent, hein, les compétences qui reviennent le plus souvent, sont celles que l'on peut appeler ligne de force. Hein. Donc, concrètement, comment fait-on? Donc concrètement, là c'est un exemple. Alors pour quelqu'un qui se destine au concours de professeur des écoles, alors c'est pas spécifiquement adapté parce que là il y a en l'occurrence un master MEF. Mais en l'occurrence, vous voyez sur la partie gauche du tableau, hein, tout ce qui est en jaune, ce sont les compétences issues du référentiel de compétences du métier de professeur des écoles. En haut, vous avez les différentes expériences pratiquées. Et alors j'ai pas détaillé dans le tableau hein, puisque j'ai mis que des éléments un peu rapides, mais néanmoins on s'aperçoit que si on prend l'intégralité des éléments qui ont permis de remplir de remplir ce tableau-là, on s'aperçoit que si on les croise, hein, que si on croise ces trois éléments-là au regard des compétences du métier de professeur des écoles, on s'aperçoit que ce qui ressort, c'est concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage, construire et mettre en œuvre un enseignement. De fait, en tant que contractuel, c'est somme toute quelque chose de logique. Concevoir et mettre en œuvre des modalités d'évaluation, et puis assurer la qualité des relations et de la communication. Pourquoi j'indique que ce sont ces éléments qui
qui ressortent le plus souvent, qui sont à mettre en avant parce que ce sont des compétences, hein, si vous regardez, qui ressortent sur toutes ces expériences. Alors il y en a d'autres, après il faut faire des choix, hein, parce que dans un dossier de RAEP, on ne met pas tout. Déjà, il faut un dossier pour l'oral, et puis ensuite, il va falloir faire des choix pour éviter un inventaire à l'après-vert, sinon vous allez vous retrouver avec des compétences qui vont partir dans tous les sens, des éléments qui vont partir dans tous les sens. Et l'idée, ça va être vraiment de hiérarchiser vos compétences à mettre en avant, bien entendu. Je répète que ces compétences sont à mettre en relation avec le référentiel de compétences du professeur des écoles ou du métier visé. Alors là, c'est le professeur des écoles, mais ça peut être la même chose pour un professeur certifié, bien entendu. Et ça peut être la même chose pour un futur inspecteur, et dans ce cas-là, il faudra aller regarder la circulaire relative aux missions de l'inspecteur. Il y a différentes thématiques qui sont extrêmement bien identifiées. Il faudra mettre au regard vos expériences, hein, conseiller pédagogique par exemple, directeur d'école, enseignant, responsable d'association, ou que sais-je encore, bénévole dans une association sans forcément être responsable, etc. Et il faudra croiser toutes ces expériences-là avec les compétences du référentiel, de l'arrêté, reprenant les missions de l'inspection. Alors, identifier ce qui justifie votre candidature, en réalité, ça revient à essayer d'identifier vos atouts, hein. Quels sont vos atouts, qu'est-ce qui vous caractérise, hein, et qui est une réelle plus-value au regard d'un candidat lambda, par exemple. Quels sont les types de postes occupés, hein, s'ils justifient bien entendu votre candidature. Donc évidemment, si vous êtes par exemple, si on prend l'exemple d'un contractuel, si on prend l'exemple d'un enseignant contractuel, évidemment, le fait qu'il ait déjà une expérience de pratique de classe, c'est un atout. Alors vous allez me dire, oui, mais par rapport à mes collègues qui se présentent également, puisque par définition, la personne qui est présente au concours spécifique pour les contractuels enfin, tous les candidats, parmi les personnes qui se présentent au concours de contractuels, tous sont contractuels, hein, de fait, sinon il n'aura rien à faire là. Mais en même temps, vous, ce qui peut vous différencier par rapport à d'autres, c'est, je parlais tout à l'heure des remplacements, puisque vous en avez certains qui sont placés sur des postes longs, d'autres sur des postes un peu plus courts. Et puis, sur certains postes, il y en a qui ont eu à faire, je sais pas moi, par exemple, une moitié de poste en maternelle, une moitié de poste en élémentaire. Et du coup, vous aurez une connaissance au niveau de la pratique, aussi bien de la maternelle et de l'élémentaire. Et ça, ce sera un atout au regard de quelqu'un qui n'aura fait que l'élémentaire. Ou au contraire, si vous avez fait par exemple de l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire, ça va être un atout au regard des personnes qui ne seront pas allées en éducation prioritaire. Pareil, si on continue dans cette logique d'éducation prioritaire, vous avez eu le loisir d'être dans une classe dédoublée ou dans une classe en co-enseignement, c'est aussi un élément que vous pourrez mettre en valeur et qui vous distinguera d'autres candidats qui n'auront pas été dans cette situation-là. Donc les atouts, hein, en lien avec le type de poste occupé, bien entendu, ça c'est à mettre en avant. De même que vos connaissances, hein, quelles connaissances vous avez eu le loisir de développer de votre future fonction. Est-ce que c'est par exemple pour les inspecteurs une connaissance fine du système éducatif via une mission que vous avez eue, je sais pas moi, à la DGESCO par exemple, ou via une mission que vous avez eue auprès de la direction académique. Pour les contractuels, parce que vous êtes renseigné et vous avez approfondi votre expertise pédagogique dans tel et tel sujet. Donc tout ça, ça va être des éléments que vous allez pouvoir mettre en avant en termes de connaissances et puis en termes de compétences, hein, des compétences que vous avez développées. Alors je répète qu'il ne faut en choisir que quelques-unes parce que sinon on aurait l'impression d'avoir un inventaire à l'après-vert. Au niveau des compétences, quelles compétences justifient le fait que vous soyez candidat candidat au concours de recrutement. Voilà, ça c'est un point important. Et puis identifier ce qui vous motive, ça c'est important, parce que c'est trop rarement exploité, malheureusement. Alors votre projet, hein, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un projet professionnel? Par exemple, si vous êtes en reconversion, que vous êtes contractuel depuis quelque temps, indiquez pourquoi vous avez choisi justement de vous reconvertir. Ça c'est un point qui est important, qui va intéresser le jury, qui va témoigner de votre motivation. Est-ce que c'est parce que vous souhaitiez exercer un métier
métier qui donne plus de sens à ce que vous faites dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de former une appétence pour la formation des futurs citoyens, etc., etc., etc. Il va falloir également indiquer quel attrait, quel est l'attrait hein, pour la fonction visée. Quels sont vos attraits pour la fonction visée? Donc, si vous souhaitez passer le concours en tant que contractuel, concours interne en tant que contractuel, ça veut dire que vous souhaitez pérenniser votre expérience en tant que professeur des écoles. Pareil, si vous souhaitez passer le CAPES interne, ça veut dire que vous souhaitez devenir enseignant du second degré, ou si vous souhaitez devenir personnel d'encadrement. Quel est l'attrait pour la fonction visée hein? Pourquoi vous décidez de vous présenter devant les membres du jury pour cette fonction-là? Le sens de la mission, hein, alors ça rejoint plus ou moins hein, ce dont je parlais tout à l'heure en lien avec le projet, mais c'est important hein, de voir pour vous ce qui fait sens comment dire, ce qui représente une réelle, comment dire, comment dire, un réel sens dans comment dire, ce pourquoi vous vous présentez. Hein. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez envie, comment dire, comment vous vous représentez, voilà, la fonction et en quoi fait-elle sens avec vos valeurs, par exemple. Hein. Ça c'est un point important. Hein, si on se base sur les valeurs de la République, nous sommes dans une institution, dans un État d'ailleurs, hein, à forte valeur et par conséquent, qu'est-ce qui représente dans ce métier-là du sens pour vous? Ça peut, voilà, je disais au sens des valeurs de la République. Hein, si vous êtes extrêmement attaché, par exemple, je sais pas moi, à l'idée de laïcité ou de la formation des citoyens en lien avec l'égalité, voilà, hein, ou la lutte contre les stéréotypes, par exemple, ça peut être un élément. Voilà. Et puis vos perspectives d'évolution. Alors c'est pas nécessaire pour le coup tout le temps, mais vous avez par exemple des professeurs qui souhaitent, contractuels, qui souhaitent devenir pérenniser et devenir professeur des écoles en passant le concours interne, concours exceptionnel qui leur est réservé, par exemple pour enseigner dans un dispositif Ulysse, parce qu'ils ont une expérience et que vraiment c'est ce qui fait sens pour eux, ou parce qu'ils souhaitent enseigner en SECPA, etc., 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 ou en éducation prioritaire. Voilà, hein, ça va être tout ce qui vous motive en lien avec vos perspectives éventuellement d'évolution dans le métier. En sachant, attention, que c'est aussi à double tranchant. Il ne faut pas montrer que vous avez les dents qui rayent le parquet et qu'en fait vous allez utiliser juste cette fonction-là pour gravir, pour essayer d'avoir d'autres fonctions. Alors je parle notamment pour les futurs inspecteurs. Bien entendu, il est important, alors c'est un dosage assez compliqué, hein, à la fois de témoigner une certaine assurance, en tout cas pour ce concours-là, et de maintenir une certaine dose d'humilité, parce que évidemment c'est important dans l'exercice de ces fonctions. Alors, au regard du remplissage de ce dossier, pour le moment, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde dans le chat pour le moment. Hein, alors, pour ceux qui font ça en replay, enfin pour ceux qui visionneront ça en replay ensuite, c'est bien entendu, comment dire, vous n'aurez peut-être pas forcément accès aux commentaires, donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va poursuivre. Nous allons maintenant parler de la mise en forme, hein, la mise en forme qui est à soigner. Alors moi je préfère, pourquoi je parle tout de suite de la mise en forme et des généralités, parce que c'est une mise en forme qui est identique à la plupart des concours, et ce que je vais dire, à la fois coule sous le bon sens, mais mentionné systématiquement dans les rapports du jury, ça veut dire qu'en réalité, des fois c'est pas mis en œuvre, et c'est dommage d'être pénalisé juste pour des éléments relatifs à la mise en forme. Alors, ça peut paraître évident de le dire, mais il est important de respecter les attendus. C'est-à-dire que dans le dossier RAEP, qui est la plupart du temps téléchargeable dans votre espace Cyclades, que ce soit pour tous les concours de recrutement, alors pour le concours d'inspecteur, des fois il est mis en ligne sur le site du ministère, il y a des éléments relatifs au format du dossier, hein, c'est-à-dire le nombre de pages, la plupart du temps c'est indiqué, le respect de la taille du texte, c'est indiqué,
et les marges. Hein. Si on met Arial 11, ça sert à rien de mettre comment dire, du Calibri 12, hein, vous voyez, en termes de police de caractère et de taille de caractère. Donc si c'est Arial 11, c'est Arial 11. Hein. Si c'est double interligne, ce sera en double interligne. Si vous ne respectez pas cet attendu-là, il y a un risque que votre dossier soit systématiquement écarté pour cette raison-là. Voilà. C'est peut-être idiot, mais ça montre quand même que vous n'avez pas respecté un des attendus qui était lié à la mise en forme. Et le dossier, dans 99,9% des cas, il doit être dactylographié. Hein, c'est-à-dire qu'il doit être tapé concrètement à l'ordinateur. Voilà. Et donc j'ai repris, hein, pour vous donner un exemple, mais c'est repris dans tous les comptes rendus, tous les rapports de jury que j'ai lus des CAPES. Là, c'est celui de mathématiques, un CAPES interne. Alors je répète pour ceux qui arrivent que je prends exemple sur ces rapports de jury-là parce que pour le concours exceptionnel, le professeur des écoles, il n'est pas sorti de fait, puisque le concours exceptionnel n'est institué que cette année dans certaines académies. Hein. C'est le concours qui a la destination des contractuels, mais que néanmoins, on peut tirer des conclusions et on peut tirer des généralités des rapports de jury de concours des CAPES internes, hein, qui sont des CAPES disciplinaires, parce que eux aussi doivent, pour le CAPES interne, fournir un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, autrement dit RAEP. Donc le respect des contraintes formelles, mise en page, dactylographie, nombre de pages, est pris en compte. Donc ça, c'est, vous avez vu, un attendu extrêmement important. Il est conseillé également de soigner sa présentation. Hein, si on va directement tout en bas de la diapo, le jury a été sensible aux soins apportés à la rédaction des dossiers. CAPES interne, à Sciences économiques et sociales 2022. Alors c'est logique, c'est-à-dire que les membres du jury lisent, et la plupart du temps maintenant c'est une lecture à l'écran. Il faut savoir que les dossiers maintenant sont, avec le développement du télétravail, les gens ne se réunissent plus à un seul endroit pour étudier tous les dossiers. Les dossiers sont envoyés aux membres du jury, alors il y a toujours une double correction, hein, à l'aveugle, mais donc les dossiers sont anonymes, alors il y a des concours pour lesquels c'est pas forcément anonyme, mais la plupart du temps c'est anonyme, et donc le dossier est étudié par à minima 2 membres du jury qui vont en lire plusieurs par jour. Puisque, je sais pas moi, ils doivent faire par exemple lire les dossiers qui leur sont attribués sur 3, 4, 5 jours. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'ils vont avoir plusieurs dizaines de dossiers à lire. Et donc, s'ils voient arriver un dossier qui n'est pas bien présenté, tout de suite, forcément, le correcteur va enfiler ses lunettes. Ouh là là, attention, candidat qui ne soigne pas sa présentation. Oh là, ça me fait suer de le lire celui-là. Je vais quand même le lire parce que j'y suis obligé, mais voilà. Et donc, tout de suite, il y aura un a priori négatif. Donc, c'est dommage de perdre des points pour ça. Donc, ce qui est important quand on soigne sa présentation, c'est que les parties soient extrêmement bien identifiées. Ça, c'est important, que ce soit tous les concours. Concours de recrutement pour les professeurs des écoles, pour les professeurs certifiés, hein, ou l'enseignement technique, ou l'enseignement professionnel, et pour être contractuel ou pour passer le CAPES interne, pour être contractuel et pour passer le concours exceptionnel. Enfin, non, pour être titulaire parce qu'on est contractuel pour passer le concours exceptionnel ou pour les personnels d'encadrement. Ça, c'est important qu'il y ait les parties soient bien identifiées. Avec des titres, parfois des sous-titres. Alors après, à vous de décider si vous choisissez un titre dynamique, c'est-à-dire qui s'enchaîne avec le titre d'après. Ça peut être aussi une astuce, mais c'est important sur des titres, et le choix dans ce cas-là des titres et des sous-titres est extrêmement important. Hein, est extrêmement important puisqu'il va déterminer évidemment le contenu qui va suivre. Grande vigilance quant à la mise en page. Hein, tout à l'heure, je parlais du respect des contraintes typographiques, mais il est important également de soigner sa mise en page, de numéroter les pages, ça c'est un basique, hein, d'aérer le dossier. C'est important, hein, alors via les titres et les sous-titres également, en sautant de temps en temps quelques lignes, même si c'est pas tout le temps indiqué, en allant à la ligne, en faisant des retraits, etc., etc. Et présentation, qui dit présentation, alors je l'ai mis là, mais ça pourrait être aussi après, il y a forcément, obligatoirement, une introduction et une conclusion. Ça, même si c'est pas précisé dans l'arrêté, c'est une réelle plus-value. Votre dossier, quand il comporte une introduction et ensuite quand il a à la fin une conclusion, c'est une vraie plus-value, parce que ça témoigne d'un réel cheminement. Il faut également veiller, bien entendu, à la qualité de la langue. Alors,
on parle de l'éducation nationale, et ça, c'est important, hein. De fait, on a un attendu, hein, relatif à la maîtrise de la langue, avec une syntaxe pardon, correcte, un vocabulaire rigoureux, pas d'erreur grammaticale ou orthographique. Alors ça, c'est rédhibitoire, par exemple, pour les concours d'inspecteurs, le dossier est enfin, sauf c'est une faute de frappe, mais si plusieurs fois dans le rapport, il y a des erreurs orthographiques en lien, par exemple, avec des erreurs sur l'accord des pluriels, etc., hop, le dossier est mis de côté, hein. C'est même pas entendable. Et puis pour les professeurs, il y a un peu plus de souplesse parce que vous n'allez pas écrire des circulaires à destination d'autres personnels, mais néanmoins, attention, trop d'erreurs grammaticales orthographiques, alors ça pénalise de toute façon le dossier. Et puis bien entendu, veillez à la ponctuation et aux règles de ponctuation. Voilà, ça c'est important. Alors le CAPES interne de français, alors évidemment vous allez me dire c'est le CAPES interne de français, mais pas que. Le rapport du jury en tout cas comment dire, ne l'indique pas. L'indique, pardon. On attend que les 2 premières pages du dossier, comme les suivantes, témoignent de la maîtrise linguistique du candidat. Voilà, ça c'est important. Alors, j'ai une question, comment dire, dans le chat, hein, sur la taille ou le type de la police. Alors, la plupart du temps, je parlais tout à l'heure de l'Arial 11 parce que c'est la plupart du temps la référence pour constituer un dossier. Voilà. 5 pages, ça c'est une évidence, hein, Kelly, mais la plupart du temps c'est du Arial 11. Voilà, voilà, je referme la parenthèse. Alors tout à l'heure je parlais du CAPES interne de français. Alors là j'ai pris un autre CAPES, je ne l'ai pas noté, mais c'est un autre CAPES. Vous voyez, hein, le jury a apprécié que les dossiers présentent dans l'ensemble un bon niveau d'expression et évite les fautes d'orthographe et de grammaire. Donc faites-vous relire plusieurs fois par des personnes différentes. Moi c'est ce que je vous conseille, vraiment de vous faire, de faire relire votre dossier par des personnes différentes. Voilà, alors déjà parce que ça permet éventuellement si la personne dit oh là cette phrase-là j'ai rien compris, dans ce cas-là, va peut-être essayer de réfléchir à une autre façon de tourner la phrase, et puis pour éliminer toutes les coquilles, bien entendu, orthographiques. Alors attention, dans tous les rapports de jury, dans tous, que ce soit concours interne, spécifique, pas spécifique, etc., etc., il y a une très grande vigilance, d'autant plus avec les intelligences artificielles qui se développent sur le plagiat. Attention, pas de copier-coller ni de plagiat, il y a des personnes qui sont chargées de le vérifier, hein. Donc, si jamais c'est le cas, alors là c'est une note éliminatoire tout de suite, et en plus, comme vous passez un concours de la fonction publique, vous risquez de vous exposer à une sanction. Bon, je referme la parenthèse parce que normalement, c'est pas, on ne le fait pas, enfin, pardon, on ne produit pas un dossier qui est plagié, bien entendu. Il y a le travail doit être évidemment personnel et réflexif, hein, c'est ce qui est indiqué, et vous devez limiter les citations, bien entendu. Il est bien évident que de toute façon, si vous avez l'honnêteté d'indiquer une citation, mais que cette citation-là, elle fait 20 lignes, bon, je caricature bien entendu, mais si cette citation-là, excusez-moi, je vais y arriver, fait, enfin, il y a trop de citations ou qu'elle est trop longue, évidemment, bon, à un moment donné, le monde du jury va se dire, bon, ok, mais là, c'était pour meubler l'espace, vous voyez. Et en tout cas, quand vous citez, il y a des règles de citation à respecter, qui sont connues, hein, avec la date, le nom de l'auteur. Éventuellement, à la fin, dans ce cas-là, il faut mettre une mini-bibliographie, hein, qui renverra à vos références théoriques. Alors, les règles de citation, vous les trouvez sur Internet, donc je ne vais pas les répéter là, bien entendu, mais bien entendu, il est nécessaire de respecter ces règles-là. On ne paraphrase pas un ouvrage, attention, hein, il va falloir faire une synthèse si vous voulez reprendre un élément de l'ouvrage, soit vous citez le passage important et puis vous l'explicitez ensuite, parce qu'il ne suffit pas de citer, il faut aussi expliciter ce que vous en avez compris. En tout cas, on ne le paraphrase pas. Hein, ça c'est important, hein. Paraphraser, c'est-à-dire de réécrire sous une autre forme, mais le réécrire quasiment à l'identique. Et ça, les rapports de jury le disent tous, hein, ne pas confondre la citation comme telle et le plagiat. Un rapport de plagiat est établi pour chaque situation constatée. Interdiction formelle, copier-coller des extraits d'ouvrages ou de sites internet qui soient scientifiques, didactiques ou pédagogiques. Attention, ça c'est important aussi, hein. Vous n'avez en principe pas le droit. Alors c'est une question en plus de règles
de droit, hein, parce que tout simplement, en plus, il n'y a pas eu de convention spécifique pour les concours, pour que comment dire, les futurs professeurs des écoles aient le droit de copier-coller des extraits de manuels. Bon, donc ça c'est un point extrêmement important à respecter. Quand on remplit le dossier, on doit également penser à l'oral. Pourquoi penser à l'oral? Parce que aussi bien pour le CAPES interne que pour le concours interne exceptionnel professeur des écoles, le dossier va servir de support à l'oral. Donc le jury l'aura lu avant et déterminera bien entendu les questions à poser. Ça c'est un point essentiel. Donc il va falloir, quand vous allez renseigner votre dossier, déjà bien le connaître. Parce que si à l'oral on vous interroge et que vous n'êtes pas capable d'expliciter, parce que vous pouvez y avoir des questions de jury qui va vous demander d'apporter une précision sur ce que vous avez écrit. Et si vous n'êtes pas capable d'apporter cette précision, ça va vous pénaliser un petit peu et le jury va commencer à se demander si c'est bien vous qui l'avez rempli. Donc le dossier, il sert de support à l'oral. Il faut savoir que, comme je dis, le jury l'aura lu. En général, le jury le lit via une grille spécifique et donc ils renseignent leur grille et par là même, ils déterminent des questions avant même l'arrivée du candidat dans la salle. Pour le concours de recrutement des IEN, enfin des inspecteurs, pardon, parce que tout inspecteur confondu, c'est pas IEN, c'est aussi IAIPR, c'est également le cas. Alors, en sachant que le dossier sert d'épreuve à part entière d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il est noté, et puis il sert également de support à l'oral. Donc il est important de penser à l'oral en rédigeant son dossier parce que si jamais, on va y revenir après, vous indiquez une notion qui n'a pas été, que vous ne connaissez pas forcément, mais vous la mettez parce que ça fait bien, vous en avez entendu parler, ou comme par hasard, vous risquez d'avoir une question là-dessus. Alors, remplir la première partie du dossier. Alors on va cette fois-ci faire un focus sur le concours interne exceptionnel professeur des écoles, c'est celui qui est à destination des enseignants contractuels et du CAPES interne, en sachant que ce qui différencie les deux, c'est le nombre de pages qui diffèrent, on l'a vu tout à l'heure, mais les attendus restent évidemment globalement les mêmes. Alors l'arrêté du 13 janvier, c'est pour le concours de PE. Le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'enseignement. Donc on parle de responsabilité, donc il s'agit bien d'une situation que vous avez vécue en tant que contractuel, et dans le domaine de l'enseignement. Alors pourquoi je dis l'enseignement et je le souligne? Parce que évidemment, on va pas mettre tout simplement par exemple le projet artistique que vous avez développé avec le conservatoire et la séance que vous avez choisi de développer, elle est en lien avec un intervenant extérieur du conservatoire. Ça, je vous déconseille fortement de le mettre. Mettez une expérience professionnelle que vous avez vécue. Ça, c'est un point important. Donc, première partie, nécessaire de rédiger son dossier. Puisque la première partie du dossier, je l'ai mis dans le rapport du jury, elle permet au jury d'évaluer la capacité du candidat à mener une analyse réflexive sur son parcours professionnel. Et par là même, on va voir quel est votre cheminement de pensée. Ça, c'est important. Donc, introduction, conclusion, je l'ai indiqué tout à l'heure. Une problématique, et la problématique, elle va permettre d'une part de se projeter dans le métier, et d'autre part de disposer d'un regard réflexif sur son parcours, excusez-moi. Ça peut être, je le disais tout à l'heure, ça peut être un élément qui vous a motivé, ça peut être aussi des compétences qui sont particulièrement mises en avant, et il va falloir dégager une mini problématique. Alors on n'attend pas évidemment que ce soit une problématique universitaire, ça c'est évidemment, vous l'avez bien compris, c'est pas en quoi, etc., etc. Ça c'est une question plutôt à visée universitaire. Mais en revanche, néanmoins, il va falloir essayer de trouver une problématique qui vous caractérise, parce que ça rajoute de la dynamique vraiment dans les dossiers. Les dossiers qui sont problématisés en général sont beaucoup plus percutants et beaucoup plus fluides à lire. Et donc une réelle plus-value pour le candidat. Il va falloir avoir un regard réflexif sur son parcours. Regard réflexif, ça veut dire que
on va dépasser le descriptif, hein, mais on va aller dans l'explicitation, dans l'explication et dans l'explicitation. Ça veut dire que vous allez devoir identifier les étapes, hein, celles qui ont permis l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier de professeur des écoles ou du concours visé. Hein, c'est pareil également pour le concours d'inspecteur, bien entendu, parce que vous allez à un moment donné devoir renseigner la partie lettre de motivation, et ça va en faire partie intégralement. Donc les étapes doivent être identifiées, hein, quels sont les points forts, hein, dont j'en ai parlé tout à l'heure en propos liminaire, et de montrer comment votre parcours a nourri votre motivation et en quoi votre parcours est en adéquation avec le projet d'enseigner. Ah, ça c'est important. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais je suis déjà contractuel. Oui en effet, vous êtes déjà contractuel, donc ça c'est une première étape, mais il va falloir aussi, puisque vous êtes dans un concours de recrutement, il va falloir témoigner d'une certaine motivation quand même malgré tout, il va falloir essayer d'expliciter que vous n'êtes pas devenu contractuel par hasard, et vous allez pouvoir aussi faire le lien avec votre expérience professionnelle antérieure. Hein. Alors c'est pour ça que je parle d'entrer par les compétences, parce que c'est beaucoup plus facile quand on entre par les compétences que quand on entre par la profession visée. Par la profession, pardon. Il est bien évident quand un chargé de clientèle est, si je dis comme ça tout de suite, chargé de clientèle à tel endroit et professeur des écoles, on se demande s'il y a un rapport ou pas. Mais en réalité, quand on étudie les compétences, évidemment, il y a tout ce qui est communicationnel, hein, qui est extrêmement important, et donc, de fait, qui va vous servir pour l'instauration d'un climat de classe, un climat scolaire serein. Hein, donc c'est pour ça qu'il est conseillé dans ce cas-là de rentrer, de rentrer plutôt via le biais des compétences. Alors, c'est explicité hein, dans les rapports du jury. Hein, il est conseillé d'expliquer en quoi son parcours est en adéquation avec le projet d'enseigner les mathématiques, par exemple, ou de donner les raisons de son éventuelle réorientation vers l'enseignement. Alors, en quoi donc votre parcours est en adéquation avec le projet d'enseigner, et vous donnez éventuellement les raisons de votre éventuelle réorientation vers l'enseignement. C'est ce que je viens d'expliciter tout à l'heure, bien entendu. Alors, comment faire? Comment faire cela? Comme je disais tout à l'heure, faire des liens, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, faire des liens entre votre parcours et le référentiel de compétences du professeur des écoles ou du métier visé est nécessaire, bien entendu. Mettre en relation ces compétences avec celles du futur métier, ça c'est important également. Et je le disais tout à l'heure, faire des choix. Faire des choix, c'est important, ça évite l'énumération et l'inventaire. Hein. C'est-à-dire que si vous indiquez toute une liste de compétences, ça n'a aucun sens. On va avoir l'impression d'avoir un inventaire, comme on dit, à l'après-vert, mais vous devez en revanche choisir les compétences qui vous semblent les plus saillantes. Et évidemment, pour chaque compétence, vous allez développer déjà ce que vous avez fait dans cette compétence et comment vous allez vous en servir en tant que comment vous allez continuer à vous en servir en tant que futur enseignant ou en tant que futur inspecteur, par exemple. Il va falloir également être très explicite. Explicite, ça veut dire comment vous en êtes arrivé à vouloir être professeur des écoles. Donc ça veut dire expliquer, indiquer la façon dont votre parcours professionnel a nourri votre motivation. Ça, c'est un point important, hein, c'est-à-dire préciser le cheminement professionnel. Le cheminement professionnel, c'est votre point de départ, hein, ou un point de départ quelque part dans votre parcours professionnel, et ce qui vous a fait évoluer vers les métiers de l'enseignement, ou si vous souhaitez passer en concours de personnel d'encadrement, comment votre cheminement professionnel, il a nourri votre volonté ensuite. Alors évidemment, c'est rarement au début, hein, mais c'est plus dans les expériences professionnelles les plus récentes, mais comment vos expériences professionnelles, et comment donc votre cheminement, on appelle ça le cheminement, a nourri votre envie de de passer le concours de personnel d'encadrement. Alors, ne pas hésiter à donner des exemples, bien entendu, illustrer le propos. Et alors, je rebondis hein, sur Kelly, sur ce qu'indique Kelly dans le chat, et vous allez voir que ça fait totalement résonance avec le rapport du jury que je cite. Le
Le candidat est invité à produire un récit authentique, sobre, en indiquant précisément quelles compétences il a pu développer à quel degré, et d'expliquer en quoi son parcours est en adéquation avec le projet enseigné ou de donner les raisons de son éventuelle orientation vers l'enseignement. Et tout à fait, Kelly, vous avez raison, on peut aussi indiquer, faire preuve d'humilité, d'indiquer quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, et en explicitant ce qui est intéressant si jamais vous décidez de parler des éventuelles difficultés, on en a tous connu, donc il n'y a pas c'est pas péjoratif bien entendu, mais c'est d'expliciter si vous avez identifié les raisons de ces difficultés-là et ce que vous avez mis en œuvre pour les corriger. À partir du moment où vous faites ce trio-là, donc difficultés, on explicite le pourquoi, l'origine de ces difficultés et ce que l'on a fait pour les corriger, là, c'est pour moi pertinent d'en parler. Voilà. Après, si c'est juste énumérer les difficultés, non, bien entendu, mais le faire par le prisme de ce que je viens de vous indiquer est tout à fait pertinent. Alors c'est pour ça que je me suis permis de répondre tout de suite à la question de Kelly, parce que si vous avez des questions, c'est le moment de les mettre. Je regarde sur YouTube, est-ce qu'il y en a ou pas? Pour le moment, il n'y en a pas pour le moment. Donc écoutez, on va passer à la seconde partie maintenant. Alors, zoom maintenant sur la seconde partie du dossier. Donc elle est toujours dans le concours interne exceptionnel professeur des écoles, donc à destination des contractuels et le CAPES interne, mais néanmoins évidemment tout ce que je dis peut servir pour les futurs inspecteurs. Alors peut-être un peu moins sur cette seconde partie du dossier. Et je répète que le nombre de pages diffère, mais entre le concours exceptionnel interne de professeur des écoles et le CAPES interne, les principes restent quand même identiques. Alors, on va partir de l'arrêté, excusez-moi, voilà. L'arrêté du 13 janvier, il est indiqué qu'il faut développer plus particulièrement parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative. On est au singulier, important, on est au singulier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'inventaire, on en choisit une, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eu en responsabilité. On est bien sûr une situation d'apprentissage, donc séance ou séquence, on va y revenir ensuite. Conduite de classe et responsabilité, c'est-à-dire concrètement, si vous choisissez une situation pour laquelle vous étiez en observation, ça ne va pas compter. Choisissez celle pour laquelle vous avez eu une responsabilité, bien entendu. Et il est précisé que cette analyse mettra en évidence les apprentissages et les objectifs, les progressions, les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter. Et là, tout de suite, là, dans le zoom sur cette partie-là, évidemment, on va vous aider à décortiquer ce que signifie cet arrêté-là. Alors, comme je disais à l'instant, vous avez deux possibilités. Donc, première possibilité, présenter, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est pas grave, présenter une séance complète. Voilà, présenter une séance complète ou présenter une séquence. Alors, la plupart des candidats, par exemple pour le CAPES interne, ont choisi de présenter plutôt une séance complète, parce que c'est beaucoup plus parlant en effet, et c'est beaucoup plus facile. La difficulté pour présenter une séquence, c'est que déjà vous allez devoir vous concentrer sur quelques séances phares, et parfois, vous pouvez prendre le risque que ce ne soit pas assez détaillé, parce qu'au regard de ce que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il va falloir rentrer malgré tout dans le détail. Donc déjà, il va falloir partir d'une problématique professionnelle, ça c'est important. Problématique professionnelle, c'est ce qui vous semble par exemple important au niveau professionnel de mettre en œuvre. Vous avez pu développer, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a choisi une séance en EMC sur la lutte contre les stéréotypes. Ben, voilà, ça c'est une problématique professionnelle. Vous avez constaté par exemple que dans votre classe, il y a énormément de stéréotypes sexistes. Ben, vous avez choisi en EMC de mener tout un travail autour de cette problématique-là, et dans ce dossier-là, vous allez présenter une séance significative sur la lutte contre les stéréotypes de genre, sexistes, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Voilà. Vous pouvez le faire, évidemment, dans plein d'autres disciplines, vous l'avez compris. Donc la problématique, elle permet de faire le lien entre la première et la seconde partie, en général.
En tout cas, comme je disais tout à l'heure, elle ajoute une cohérence à l'ensemble de la partie, parce que vous serez focus, et c'est quand même plus intéressant que d'avoir un dossier assez standardisé et assez qui correspond à une fiche de préparation classique sans aucune analyse. Et donc ça rend l'écrit beaucoup plus dynamique que si vous, comment dire, que si vous indiquez je vais vous présenter une séance de MC par exemple, hein, sans expliciter le pourquoi du comment. Donc, le rapport du jury, un des rapports du jury en 2022, hein, donc c'est CAPES interne toujours, hein, je vous le rappelle. La réussite de l'exercice, hein, il précise que la réussite de l'exercice repose dans une large mesure sur la capacité du candidat à tisser un lien explicite articulant les volets scientifiques, didactiques et pédagogiques de son propos au moyen d'une problématique clairement posée. Donc vous voyez, je n'invente rien, et c'est vraiment, on va décortiquer ce que signifie ce qu'a indiqué ce rapport du jury. Donc ça veut dire que vous devez partir d'une partie scientifique. Prendre appui sur quelques références théoriques. Hein, la partie scientifique, évidemment, en lien avec la discipline. Donc, quelques références théoriques suffisent, on n'est pas dans un travail universitaire, il va falloir néanmoins indiquer ce sur quoi vous êtes appuyé, hein. Par exemple en EMC, est-ce que vous êtes, je ne sais pas moi, appuyé sur les compétences psychosociales telles qu'elles sont développées par Christophe Parcelier, par exemple. Est-ce qu'en mathématiques, ce sera plutôt un autre auteur, est-ce que c'est plutôt en lien avec les neurosciences, etc. etc., etc. Donc, vous citez, hein, vous présentez très très brièvement, hein, la littérature scientifique relative au sujet que vous souhaitez traiter. Ça permet en plus de justifier vos choix, hein, et de montrer que la façon dont vous avez procédé, ça n'a pas, comment dire, été fait au hasard, mais que vous êtes appuyé sur des références théoriques. Alors la plupart du temps, par exemple, si vous prenez un manuel, l'introduction des manuels comprend ces références théoriques. C'est pas tout le temps le cas, mais les manuels comprennent la plupart du temps des références théoriques. Et ensuite, ça permet de faire ressortir les enjeux didactiques de la séance ou de la séquence. Ça, c'est un point important aussi, hein, en lien avec ces références scientifiques. Hein. Le rapport du jury le précise, hein, on ne peut négliger la partie scientifique de son dossier. Hein, et on parle de notions essentielles, actualisées et maîtrisées relatives à la situation d'enseignement exposée. Et en plus, soit dit en passant, ça va vous faire gagner du temps parce que à l'oral, étant donné qu'on prendra appui sur votre dossier, hein, vous allez prendre, ça va vous faire gagner du temps parce que vous allez pouvoir développer une expertise en lien avec la thématique que vous aurez choisi de traiter, et vous allez pouvoir vous appuyer dessus quand vous allez répondre à l'oral. Donc pour présenter la situation, hein, il va falloir présenter la situation. Après avoir présenté la partie scientifique, vous allez présenter la situation. Concrètement, quels sont les savoirs en jeu, hein, qu'est-ce que vous souhaitez que vos élèves apprennent, enfin, qu'avez-vous souhaité que les élèves apprennent? Quelles compétences? Ça c'est important aussi. Quelle démarche? Est-ce que vous appuyez sur une démarche particulière ou pas, hein? Est-ce qu'on est sur une démarche inductive par exemple, hein? Ça c'est pour le vocabulaire de l'histoire et de la géographie, et d'autres évidemment. Quel savoir-faire? Dans quel cadre? Hein, c'est important. Et dans quel contexte la situation a-t-elle été vécue et mise en place, hein? Est-ce que c'est en éducation prioritaire? Est-ce que c'est dans une classe dédoublée, donc de fait en éducation prioritaire? Est-ce que c'est dans une classe unique? Est-ce que c'est dans une école primaire, hein, maternelle élémentaire? Est-ce que c'est dans une classe multiniveau, etc., 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 etc. Hein, et tout ça, ça va vous permettre de présenter la situation et le contexte d'exercice de cette situation dans son ensemble. Hein, et ça vous permet également de justifier vos choix pédagogiques. Je rappelle, hein, et puis le cadre, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, depuis que vous avez, est-ce que c'est une classe que vous avez eue à l'année, pendant combien de temps, est-ce que c'est en tant que remplaçant sur une période de 3 mois par exemple, ou est-ce que c'est pour remplacer un congé comment dire, parental sur une année complète. Évidemment, le contexte et le cadre d'exercice sera différent. Il va falloir également présenter, toujours dans la présentation de la situation, indiquer bien entendu la discipline concernée, incontournable, le titre, ne pas oublier le titre, le niveau de classe,
la place dans la séquence de votre séance, hein. Alors, je rappelle qu'il est quand même préférable de prendre d'une séance pardon, plutôt qu'une séquence, parce que la séquence, ça va être compliqué parfois d'articuler, d'exploiter à fond tout ce qui est sous-jacent, hein, surtout en 3 pages. La place dans la programmation, du coup, ça c'est important aussi. Et puis le déroulé. Alors, le déroulé, il s'apparente quand même au contenu d'une fiche de préparation. On ne va pas revenir dessus ce soir, ce n'est pas l'objectif, bien entendu, mais c'est un élément malgré tout qu'il va falloir préciser. Sans oublier évidemment le rôle de l'enseignant, des élèves, etc., etc., etc. Ça vous connaissez. Il va falloir également présenter les outils utilisés, hein, c'est-à-dire si vous choisissez par exemple en histoire ou en géographie ou en sciences ou en EMC, comme on pourrait revenir tout à l'heure, il va falloir présenter les outils que vous utilisez, si c'est un manuel hein, par exemple, hein, ou en mathématiques, un manuel en mathématiques, quel est l'outil que vous allez utiliser, est-ce que ça vous semble pertinent ou pas, parce que après vous êtes contractuel, vous avez le droit à l'erreur bien entendu, et donc du coup vous pouvez indiquer, vous êtes aperçu qu'en réalité, bon j'ai utilisé cet outil-là, mais il ne m'a pas semblé pertinent parce que bon bah je me suis aperçu qu'il y avait telle lacune au regard de la littérature scientifique. Et expliciter l'utilisation, la façon dont vous allez l'utiliser. Donc par exemple en histoire ou en géographie, si on s'appuie sur des documents, donc déjà il va falloir à mon sens, faire une incise très forte sur la méthodologie de l'étude documentaire, et là je vous renvoie au document EduSchool, parce qu'il y a tout un document d'application EduSchool sur l'exploitation des documents spécifiques à l'histoire et à la géographie. Il va falloir expliciter la façon dont vous les avez utilisés, hein. Et donc là, vous aurez présenté de façon complète les outils. L'évaluation aussi, hein, ça peut être important. Alors, ce n'est pas forcément une évaluation formelle, hein, mais peut-être que vous avez observé les élèves, il y a une grille d'observation, hein. Je vous rappelle qu'on est dans l'attendu d'un concours, donc de fait, il va falloir jouer le jeu par rapport à cela. Donc, qui va permettre de vérifier la réalisation des apprentissages, bien entendu. À votre charge, évidemment, également de préciser le type, hein, ça c'est important, de préciser le type d'évaluation que vous avez mis en place, les obstacles éventuellement que vous avez rencontrés, enfin plutôt que vous avez observé, hein, les obstacles rencontrés par les élèves que vous avez observés, et ce que vous en déduisez, hein, la remédiation possible évidemment, en lien avec les apprentissages. Ça, c'est un point qui va être important, évidemment, de présenter. Préciser également la place des élèves. Alors là, c'est un peu le détail, hein, mais néanmoins, vous allez voir qu'en respectant tout cela, vous allez voir que les 3 pages vont vite arriver. Donc, préciser la place des élèves, quelles sont les activités que vous leur avez proposées, quelles activités proposées, de quelle façon, pour quelles raisons, hein, ça c'est important, hein, si je reprends l'exemple de l'histoire et la géographie, comment vous amenez l'étude de documents dans la classe, hein, quand vous les avez amenés, et pour quelles raisons vous les avez amenés de cette façon-là. Et quelle prise en compte de la diversité, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, si vous avez un élève allophone, qu'est-ce que vous avez mis en place si vous avez un élève à besoin éducatif particulier, etc., etc., etc. Et ce qui manque la plupart du temps, c'est l'analyse de la situation. Et là, il va falloir être extrêmement vigilant. Il va falloir essayer de réfléchir si l'objectif a été atteint. Ça, c'est important, hein. Alors, il peut ne pas l'être, bien entendu, hein, rien ne vous oblige à préciser une situation d'enseignement qui a forcément réussi. Donc, il va falloir voir si l'objectif a été atteint, quel a été le sens des apprentissages, quelles sont les réussites, quels sont les échecs et pourquoi. Et là, on commence à rentrer, on est dans l'analyse de la situation. On sort du descriptif, hein, au regard de tout ce que je vous ai indiqué, et on est vraiment dans une analyse de la situation via, je vous ai indiqué tout à l'heure les outils, via l'évaluation, via la place de l'élève, et là ici, l'analyse de la situation de façon globale. Et si vous indiquez tout cela, vous allez témoigner au jury d'une réelle capacité d'analyse au regard de ce que vous avez fait. Et c'est ce qui manque. C'est la plupart du temps indiqué dans les rapports de jury que malheureusement les situations les situations d'apprentissage proposées ne sont pas suffisamment analysées. Et si vous reprenez tous les éléments que je viens de vous indiquer, bien entendu, vous
on peut dire quand même que vous aurez effectué une analyse relativement complète. Alors je vais terminer avec quelques points de vigilance. Donc ça paraît bête, mais en même temps c'est l'essentiel. Soignez votre conclusion. Hein. C'est-à-dire que la conclusion, ce sont les dernières phrases que le jury va lire. Hein, donc c'est important, et d'autant plus que la plupart du temps, le jury va relire une seconde fois votre dossier juste avant que vous entriez dans la salle. Donc évidemment, la dernière phrase, votre conclusion, les derniers mots, c'est ce qui va retenir aussi de vous, quand même, malgré tout. Soyez attentifs au vocabulaire didactique qui est utilisé, hein, c'est-à-dire que tout terme employé devra être utilisé à bon escient et pouvoir être justifié à l'oral, hein, c'est-à-dire qu'on n'emploie pas des mots pour faire joli, mais parce qu'on maîtrise les concepts et parce qu'il vous semble pertinent. Ça, c'est un point extrêmement important qui est souligné dans beaucoup de rapports du jury. Mais alors, je vous rassure, c'est pas spécifiquement à ce concours-là, mais c'est pour tous les concours. Et puis, présenter une situation qui reste dans l'ordinaire de la classe. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de présenter un dispositif ultra spécifique que vous avez mis en place de façon très ponctuelle. Et parce que le jour de l'oral, votre dossier pourra pas tellement servir de support sur la façon dont vous exercez votre classe de façon quotidienne. Hein, et on va avoir de cesse de vous ramener au concret de la classe et de ce que vous avez mis en place et ce que vous mettez en place quotidiennement dans la classe. Ce qui sert à ne pas perdre de vue que le jury va vouloir recruter quelqu'un qui correspond aux attendus et il va avoir envie de savoir ce que le jury, ce que l'enseignant, hein, le futur enseignant, va être comme enseignant. Hein. Comment il va incarner la fonction. C'est ça qui est important. Et du coup, il est important de rester malgré tout dans une situation qui reste dans l'ordinaire de la classe. Est-ce que vous avez des questions au regard de ces deux parties-là ? Non, pas spécifiquement. Alors, on va... hop. Alors, si, il y a une question dans le chat. Donc, si on prend une séance, on donnera quand même les titres de toutes les séances dans notre séquence pour situer notre séance. Alors, oui, vous avez raison. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Il est important, à mon sens, si vous isolez une séance, hein, alors je répète que la séquence, elle est quand même déconseillée, mais pourquoi pas, hein, mais en prenant pas toutes les séances, bien entendu, mais que quelques séances significatives. Mais en tout cas, si vous parlez d'une séance, si vous choisissez une séance, il va falloir évidemment indiquer à quelle place elle se situe dans la séquence. Et pour indiquer à quelle place elle se situe dans votre séquence, excusez-moi. Et pour indiquer à quelle place votre séance se situe dans votre séquence, selon moi, il est important de mettre à minima le titre de chaque séance et l'objectif de la séance. Hein, sachant qu'une séance, c'est un objectif. Il peut y avoir évidemment plusieurs compétences, mais c'est un objectif, donc il va falloir mettre le titre de la séance, enfin le titre de la séquence bien entendu, les objectifs de la séquence, les compétences bien entendu, et puis détailler séance 1, hop, tel objectif, séance 2, hop, tel objectif, etc. Et vous précisez, je ne sais pas moi par exemple, que votre séance c'est la séance de découverte, hein, donc voici l'objectif de cette séance de découverte, ou que pas moi, c'est une séance qui est plus spécifique, qui a une visée plus spécifique, mais en effet, il va falloir, il est préférable de donner le titre de vos séances, un peu comme cela est demandé aux écrits du CRPE classique lorsqu'on a à donner, à organiser une séquence par exemple, ou à présenter une séquence. Est-ce qu'il y a d'autres excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Alors, j'en vois pas. Alors, on va cette fois-ci avoir une petite focale sur le concours de recrutement des inspecteurs. Alors, en sachant que les inspecteurs ont également un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à renseigner, en sachant que le contenu diffère, les principes restent identiques. Alors, bien entendu, on n'attend pas des inspecteurs une séquence pédagogique, hein, bien entendu, mais néanmoins, il est nécessaire de prendre appui sur le référentiel métier. Hein, ça c'est important, le parcours professionnel il doit être au service du projet. Hein. Est-ce que vous êtes passé par la case direction d'école, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le pilotage pédagogique, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans le pilotage pédagogique, est-ce que vous êtes devenu ensuite conseiller pédagogique et qu'est-ce que vous en avez retenu dans le pilotage et l'accompagnement par exemple des personnels, dans l'évaluation des personnels éventuellement, puisque des fois vous avez évalué les fonctionnaires stagiaires en tout cas, hein, ou en tout
accompagner comment dire, les titulaires première, deuxième, voire troisième année, ou les enseignants en difficulté. Est-ce que vous avez accompagné votre IEN à des réunions en partenariat avec la collectivité territoriale, et qu'est-ce que vous en avez retenu pour ce partenariat, parce que c'est un point extrêmement important, ce que vous avez effectué, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mission d'expertise. Tout ça, évidemment, va être important à appuyer, hein, bien entendu. Il va falloir en plus indiquer, témoigner d'une certaine expertise. Alors là, ça va être raffiné au moment de l'oral, parce que vous allez voir comment l'oral, c'est un ping-pong quand même malgré tout, hein, puisqu'on attend de vous que vous représentiez l'institution et vous mettiez en œuvre la politique éducative du premier degré à l'échelle d'une circonscription. Et donc du coup, il va quand même falloir disposer d'une expertise en lien, enfin une expertise du premier degré, sur le premier degré, et évidemment faire preuve d'un esprit de synthèse et de conviction. Alors le contenu du dossier, je vais le rappeler rapidement. Donc un état des études professionnelles, technologiques, universitaires, suivies dans le cadre de leur formation initiale et continue. Alors petite parenthèse, il faut absolument joindre les diplômes. Donc si vous les avez plus, pensez tout de suite à les demander à votre université pour que les justificatifs vous soient adressés à temps. Il en est de même pour l'état des autres formations suivies, hein. Tout élément de toute façon doit être justifié, hein, ça c'est important. Et dans le cas des diplômes, on donne évidemment la copie du diplôme le plus élevé, un état de l'ensemble des activités exercées en tant que fonctionnaire dans le secteur privé ou en tant que bénévole, ça c'est important, hein. Dans ce cas-là, vous allez demander à votre ancienne structure d'emploi. Alors, si elle n'existe plus, bon bah là, ça va être un peu problématique. Mais en tant que bénévole auprès d'une association, vous allez pouvoir demander à l'association actuelle. Ça c'est important. Si vous avez suivi des formations, par exemple dans le cadre de la formation académique, il va falloir aussi indiquer les attestations, par exemple. Alors vous pouvez choisir que les attestations qui vous semblent essentielles. Et dans ce cas-là, vous l'expliciterez dans le dossier que vous avez choisi uniquement les attestations qui vous semblaient essentielles pour illustrer votre parcours, hein, bien entendu. Une sélection des activités exercées au regard du profil recherché, avec mise en regard pour chacune d'une compétence acquise. Ça, c'est le fameux tableau numéro 5. Ce tableau numéro 5, il n'a eu de cesse d'évoluer. Hein. Au départ, on devait isoler 3 compétences et donner les expériences et développer les sous-compétences. Là, on rentre plutôt dans l'activité, dans une activité avec une seule compétence acquise. Attention, le rapport du jury l'indique de façon très explicite que si vous décidez de développer une compétence et plein de sous-compétences, ça travestit un petit peu l'exercice et ça risque de provoquer une moins-value, hein. Il est important de faire un choix et de voir comment vos activités antérieures vous ont permis de développer la compétence qui est évidemment en lien obligatoirement, alors là c'est non négociable, obligatoirement avec le référentiel métier de l'inspecteur. Et puis le rapport d'activité explicitant les acquis de l'expérience professionnelle antérieure au regard du métier d'IEN, c'est-à-dire, là c'est les fameuses 2 pages de rédaction, c'est extrêmement discriminant. C'est-à-dire que c'est là-dessus que le jury va se faire un avis sur votre capacité langagière, sur votre capacité à synthétiser et sur des éléments que vous devez mettre en valeur. Donc ces pages-là, elles sont travaillées pendant des semaines et des semaines pour trouver le mot le plus précis possible à tel ou tel endroit. C'est vraiment ces pages-là, avec le tableau numéro 5 et puis les 2 travaux qui sont extrêmement importants. Et enfin, la présentation des 2 travaux réalisés par le candidat que vous souhaitez porter à la connaissance du jury. Et ça, il va falloir que ce soit des travaux personnels. Je vous déconseille fortement les travaux collectifs, hein, c'est vraiment des travaux personnels. Est-ce que c'est, je sais pas moi, un rapport sur les évaluations nationales que vous avez rédigé à destination de votre inspecteur? Est-ce que c'est au contraire un document, si vous êtes directeur d'école, que vous avez indiqué à l'ensemble des enseignants de l'école, voilà. Mais il va falloir absolument que ce soit des travaux personnels, évidemment, ensuite les expliciter, hein, c'est important, ça c'est important de les expliciter. Alors, le conseil, je reprends un petit peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il est extrêmement important de disposer d'un aperçu de toutes les missions d'un inspecteur, hein, ça va être essentiel, hein, ne pas négliger celles en lien notamment avec les missions d'expertise, le travail
en collégialité avec vos futurs collègues, etc., etc. Se questionner sur le choix des activités à présenter. Est-ce que votre activité elle est pertinente au regard du concours visé, hein, en l'occurrence au regard de la fonction visée, hein, être inspecteur. Et là par contre c'est vraiment important. Commencez à rédiger votre dossier avant la fin de l'année scolaire, hein, c'est-à-dire qu'il faut le commencer quasiment dès maintenant, pour demander toutes les attestations nécessaires, et puis pour commencer un peu à cheminer vous dans votre tête, et faire quelques lectures, vous appuyer aussi sur les référentiels métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, en sachant qu'il en existe des spécifiques aux inspecteurs évidemment de l'éducation nationale. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne pas négliger les missions de pilotage et évaluation de partenariat, hein, et je m'appuie pour cela sur le rapport de jury de 2022. Hein, les dossiers non retenus pêchent le plus souvent par une représentation insuffisante du métier d'IEN dont ils ne présentent qu'une partie seulement des missions. Est-ce que vous avez des questions au regard de ce que je viens de vous indiquer ? Non, a priori, il n'y a pas de questions particulières. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier hein, d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous sera utile pour amorcer une préparation de votre dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par soit le site internet d'Objectif CRPE ou sinon via l'adresse mail contact@passion-pédagogie.fr, hein, contact@passion-pédagogie.fr, et nous nous ferons évidemment une joie de vous répondre, et je vous souhaite plein de réussite dans vos différents concours, et je vous souhaite une très très bonne soirée.